Elle est l'une des grandes voix du Mali. À travers son art, elle fait rayonner son pays et l'Afrique tout entière. Pourtant, c'est en détenue menottée qu'un jour elle se découvre à la sortie d'un avion à l'aéroport de Roissy à Paris, happée par un tourbillon judiciaire autour de la garde de sa fille. Mandat d'arrêt européen, grève de la faim, séjour en prison et fouille humiliante. Cette épreuve, Rokia Traoré la raconte aujourd'hui dans un récit très personnel. Je suis né libre, publié chez J.C. Lattès. Avec Christian Éboulet, nous allons interroger notre invité ce soir. Messieurs, dames, bonsoir et merci d'être avec nous, Rokia Traoré. Bonsoir et merci de m'accueillir. Christian, vous avez lu ce livre pour nous. Eh bien, écoutez, Namouri, ce livre, c'est un témoignage puissant, un témoignage poignant, un récit qui permet de comprendre comment un désaccord sur la garde de leur fille a conduit le père de cette dernière à faire condamner Rokia Traoré pour enlèvement d'enfants devant la justice belge. Et cette condamnation, Rokia, va vous conduire en prison, d'abord en France, en 2020, et successivement ensuite en Italie, puis en Belgique. Alors, comme Sadia, l'une de vos codétenues, lors de votre première incarcération en France, elle ne comprenait pas du tout cette situation. J'ai envie de vous demander, comme elle, qui êtes-vous et que faisiez-vous en prison ? Si seulement je le savais, parce que jusqu'à aujourd'hui, malgré le fait que je me suis informée pendant ces 5 ans, si j'ai tenu, c'est aussi, bien évidemment, parce qu'il n'y avait pas le choix par rapport aux enfants, mais aussi la curiosité, l'envie de comprendre ce qui se passe. Donc j'ai appris énormément de choses sur le droit international, le mandat d'arrêt européen, les différents accords par rapport à une adoption de la Convention de la Haye de 1980 en Europe, etc. Donc beaucoup de choses, mais je ne comprends toujours pas comment il se fait qu'en habitant au Mali, une procédure a pu commencer à mon sujet, au sujet de la garde d'un enfant qui habitait avec moi au Mali, et que tout cela a continué, n'a jamais faibli, c'est toujours envenimé, devenu de plus en plus violent, jusqu'à me conduire à être recherché par mandat d'arrêt européen, appuyé d'un indice rouge Interpol au début, et ensuite l'indice rouge qui disparaît, mais le mandat d'arrêt européen qui reste. Donc dans une partie du monde, je suis une personne justiciable, honnête, qui n'a rien à se reprocher, à qui la justice ne reproche rien. Et puis, d'un autre côté du monde, je suis une assez grande hors-la-loi pour être recherchée par mandat d'arrêt européen. Aujourd'hui encore, je ne comprends pas, d'autant que l'accusation d'enlèvement d'enfants n'existe pas, en fait, n'est pas un fait, n'est pas à partir d'un fait, c'est à partir d'une qualification. Et j'ai appris que certains juges en Europe ont le droit de qualifier une non-présentation d'enfants d'enlèvement d'enfants. Sachant que dans l'accord cadre du mandat d'arrêt européen, la non-présentation d'enfants ne fait pas partie des 32 infractions qui peuvent permettre l'émission d'un mandat d'arrêt européen. Donc, permettre aux magistrats de qualifier toute non-présentation d'enfants d'enlèvement d'enfants va aussi permettre d'enlèvement d'enfants va permettre d'émettre un mandat d'arrêt européen par rapport à une non-présentation d'enfants, alors que la non-présentation d'enfants ne fait pas partie des 32 infractions. Donc on apprend... C'est kafkaïen. J'apprends des tas de choses, mais voilà, c'est tout ça qui a permis que mon cas devienne ainsi. Après, la question que je me pose toujours est celle relative à ce principe d'importance de la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant. Parce que finalement, si on peut user comme ça de petites choses qui traînent, qui ne sont pas claires, pour piéger des parents comme si c'était des grands malfrats, alors où est l'intérêt de l'enfant là-dedans ? Peu importe le parent, que ce soit le père ou la mère qui a recherché. Rokia Traoré, je l'ai dit, la plupart de nos téléspectateurs vous connaissent, vous êtes une artiste connue à travers le monde. Lorsque l'on vous arrête ce jour-là à Roissy, quels sont les sentiments qui vous traversent ? Un grand désarroi. Je suis terrorisée parce que
je ne connais pas ça, j'ai jamais connu ça. J'ai jamais été dans un poste de police pour autre chose que des raisons administratives. Et donc, quand je suis arrêtée et que je vois 4 policiers, euh, euh, et que je suis amenée dans ce poste de police et que on me fait les photos de face, de profil, les empreintes dans tous les sens. Donc il y a une vague de questions, d'appréhension qui sont là, parce qu'en plus je suis sur le chemin pour Moscou, pour aller jouer sur une pièce d'opéra au Bolchoï, qui est vendue pendant une semaine avec d'autres représentations prévues le printemps qui suivait, etc. Donc il y a je me sens euh, c'est indescriptible en fait. J'ai peine à marcher pratiquement parce que mes jambes ne tiennent pas. J'ai très 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 peur. Alors, on va revenir en prison justement, en Italie, avant que vous ne soyez extradé. L'une de vos codétenues, Diana, ne peut s'empêcher de rire quand elle apprend que vous êtes emprisonné pour une infraction que vous n'avez pas commise. Comment vous avez vécu cette séquence? À cette époque, en Italie, j'avais franchi un cap. J'avais franchi un cap après une première incarcération déjà pendant 6 semaines à Fleury-Mérogis en 2020. Et j'avais aussi compris comment gérer mes codétenus. Il ne faut pas se laisser impressionner. Et en même temps, ce qu'elle disait me faisait plutôt réfléchir, parce que Diana, que la personne que j'ai appelée Diana, rigolait, parce que, comme elle l'a expliqué à la fin, elle-même étant qui elle est, et assumant tout à fait le fait qu'elle soit hors la loi, a pu éviter que quelqu'un, enfin son conjoint récupère leur fils, ou la famille de son conjoint récupère leur fils pendant qu'elle était en prison. Donc c'est ça qui la faisait rire. Et elle se moquait quelque part. Bon, voilà, ça m'a mis dans un... Après, j'ai réfléchi. C'est vrai qu'après ce qu'elle m'a dit, ça m'a pas fait mal, mais ça m'a fait réfléchir en me disant, mais elle a raison. Parce que mon incarcération ne me sert pas à réparer quoi que ce soit, ni à me repentir, parce que je ne comprends pas. Et finalement, dehors, ça répare quoi pour qui dans la société? Qu'est-ce que j'ai fait à la société que je dois aller payer en prison à travers cette affaire? Christian Eboulé, pour conclure. Alors, il y a une séquence qui... Alors, j'aimerais qu'on revienne dessus, mais très brièvement, hein, parce que vous êtes libéré, c'est une libération conditionnelle, et il y a quelque chose qui vous pousse comme ça à vouloir rentrer à Bamako. Vous dites que vous avez envie de prendre votre sac à dos, vos chaussures pour y aller. Pour quelle raison? Est-ce que ce sont vos enfants qui vous manquent à ce moment-là et que vous avez envie d'aller retrouver à Bamako? Ah, c'est pire que ça, les enfants qui me manquent, n'en parlons même pas, mais on est en plein Covid-19. Paris est fermé, il n'y a personne dehors. On est dans une sorte de folie où on a peur de sortir sans ce document qu'il fallait avoir pour vérifier, etc. Donc tout est avec les déclarations, la fin du monde, l'hécatombe annoncée pour l'Afrique, et mes enfants y sont. Et sans moi, d'une part, mais d'autre part, sans aucun des deux pères. Et donc, ils sont là, et heureusement, avec des amis très proches de moi qui les ont entourés, ma famille qui était là avec eux, mais je ne suis pas là. Tout change, le système solaire, etc. Et je suis là en France, une liberté dont je ne voulais pas. Ça n'est pas chez moi à Paris. Je ne vivais pas là. Ma vie n'est pas là, mes enfants ne sont pas là. Et voilà, je ne dormais pas, je ne savais pas si je dormais ou pas. Et je voulais vraiment partir à pied, faire du stop par l'Espagne et par le désert et arriver à Bamako.